Enquête raconte. Christophe Andelatte. Je vais m'attaquer à un gros dossier, un énorme dossier. L'affaire Marc Dutroux. Vous savez bien sûr que ce prédateur pédophile a enlevé et violé 6 jeunes filles, qu'il en a tué 4 et laissé miraculeusement 2 vivantes dans un cachot dans sa cave. Ce que vous avez oublié sans doute, c'est le scandale que tout cela a provoqué. La police, la gendarmerie et la justice belge sont passés à l'essoreuse dans cette affaire. Et il reste encore des traces de tout ça aujourd'hui. Histoire écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. Le décor, Grasse-Ologne, en Belgique, dans la banlieue de Liège. Un samedi de juin 1995, pour fêter les vacances qui commencent, Mélissa invite sa copine Julie à venir jouer à la maison. Elles ont 8 ans, alors ça piaille tout l'après-midi. Et puis vers 5 heures du soir, « Maman, on peut aller jouer avec Julie jusqu'au pont de l'autoroute ? Oh, mais je vois pas en quoi c'est intéressant d'aller là-bas, enfin. Allez, maman, on aime bien faire coucou aux voitures, c'est tout. Ok. Vous faites 2-3 coucous, comme vous dites, et après vous rentrez, hein. D'accord ? D'accord, maman. Viens, Julie, on y va. » Le pont en question est situé sur l'axe Liège-Bruxelles. 1h30 plus tard, la mère de Mélissa commence à s'inquiéter. Alors elle va jusqu'au pont de l'autoroute. Elles n'y sont pas. Bonjour, c'est Madame Russo à Grasse-Ologne. Dites-moi, je suis un peu inquiète parce que ma fille qui a 8 ans et une de ses copines sont parties jouer pas loin de la maison, hein, et elles sont pas rentrées. Et comme elles ont 8 ans, vous comprenez. Les gendarmes arrivent vers 19h. Et avec la mère, ils refont le parcours des 2 fillettes jusqu'au pont. C'est possiblement une fugue, madame. À cet âge-là, ça arrive, l'envie de se faire peur. Vous comprenez ça? Une fugue? Non, c'est impossible, c'est pas du tout le genre de Mélissa, et d'ailleurs pas celui de Julie non plus. Hein. Bon, écoutez, on va faire venir des chiens, peut-être qu'ils vont les retrouver. Vous pourriez me prêter votre téléphone portable pour que je les appelle? D'accord? Vous n'avez pas de téléphone portable? Ah, madame la gendarmerie, vous savez, nous sommes les parents pauvres. Hein? Les maîtres chiens arrivent sur place. La logique aurait voulu qu'ils partent de la maison, mais non. Ils partent du pont, alors qu'on ne sait même pas si elles y sont allées. Bref, tout ça pour dire que les gendarmes ne sont pas très reluisants en ce début d'enquête. Dans la soirée, les parents de Julie et Mélissa prennent contact avec une association qui est spécialisée dans la recherche d'enfants disparus. On va commencer par faire imprimer des affichettes. Hein? Si vous pouvez mobiliser vos proches pour les distribuer, puis il nous faudrait des photos de vos filles. Hein? Faut qu'on mette tout ça un peu partout. Hein? Le lendemain, 25 000 affichettes sont apposées sur les murs, les vitrines et les pare-brises des voitures. Et le téléphone se met à sonner 1 fois, 2 fois, 10 fois par jour. Et les gendarmes, pendant ce temps-là, ils n'ont toujours pas l'air très mobilisés. Tous les matins, ils se contentent de venir chercher la liste des appels reçus par l'association. Rien de plus. Des mollassons. Des mollassons. Alors que les parents et leurs amis, organisent des battues. Ils vont même jusqu'à relever les plaques des voitures qui tournent dans le quartier. Et les jours passent. Et les semaines. Jusqu'à ce que fin août, plus de 2 mois après la disparition de Julie et Mélissa, les gendarmes se manifestent enfin. On a une piste. Un homme qui aurait été aperçu près du pont de l'autoroute et grâce aux témoins, on a pu faire un portrait robot. Mais le portrait robot est diffusé partout. Aucun retour. Arrive la fin du mois de septembre. 3 mois que les gamines ont disparu. Et les gendarmes, clairement, semblent considérer qu'elles sont mortes, qu'il faut attendre de retrouver leurs cadavres.
alors que les parents ne veulent pas en entendre parler. Pour moi, elles sont prisonnières quelque part. On m'enlèvera pas ça de la tête. Elles sont quelque part, elles sont maltraitées. Et eux, là, ils les ont déjà enterrées. Mais c'est pas vrai. Les parents sont exaspérés par la molle mobilisation des gendarmes et des policiers communaux, parce que désormais, ils sont censés être tous sur le coup. Sauf qu'en Belgique comme en France, la guerre des polices est toujours nuisible dans une enquête. Toujours. Les parents décident alors de médiatiser l'affaire. 2 mois et demi après la disparition des 2 petites filles, les voilà sur le plateau de l'émission Faits divers de la radio-télévision belge. Et la justice en prend pour son grade. Elle n'apprécie pas du tout de se faire humilier à la télé, du tout. Et vous savez ce que fait la juge? Elle décide de ne plus parler aux parents. Il y a des coups de pied au cul qui se perdent. Oh oui. Sauf qu'entre-temps, 2 autres jeunes filles, plus âgées, adolescentes, ont disparu à Ostende, sur la côte nord de la Belgique. Anne Marshall, 17 ans, et Effié Lambrecht, 19 ans. Elles étaient en vacances avec des copines dans un camping d'Ostende. Le soir du 22 août, elles sont allées assister à un show d'hypnose. Elles ont quitté la salle de spectacle vers minuit. Elles ont pris le dernier tramway pour Ostende. Et depuis, plus de nouvelles. Volatilisées. Le père a contacté immédiatement la police. 17 et 19 ans, monsieur, enfin soyez raisonnable. À cette heure-ci, elles sont sans doute dans le lit d'un garçon. C'est toujours difficile à admettre pour des parents, mais croyez-moi en expérience, elles reviendront. Ça veut dire que vous n'allez pas les chercher? Pour l'instant, monsieur, cela me paraît fort prématuré. Bonne soirée, et bien le bonjour chez vous. Les copines d'Anne et Effié tentent le coup à leur tour. C'est pas possible qu'elles aient suivi des garçons. Elles sont déjà en couple toutes les 2. Ah, mais moi aussi, je suis marié. Qu'est-ce que ça change, hein? Vous ne connaissez pas encore la vie, mesdemoiselles. Et donc, les policiers ne font rien. Rien de rien. Il faut attendre 15 jours pour qu'une enquête soit ouverte et un juge d'instruction nommé. Des molasses. Je vous l'ai dit, des molasses. À ce stade, personne n'a fait le rapprochement entre les disparitions de Julie et Mélissa et celles d'Anne et Effié. Et surtout pas la police et la justice belge. En revanche, les parents des 2 premières disparues, eux, ont le pressentiment que peut-être il y a un lien. Alors ils viennent rencontrer les parents d'Anne Marshall. Pourquoi eux ont-ils eu du pif et pas la police? Hein? Quelques mois plus tard, le 28 mai 1996, disparaît une 5e gamine, à Tournai, dans l'ouest de la Belgique. Sabine Dardenne, 12 ans. Le matin, elle part à l'école à vélo, elle n'y arrive jamais. Et on ne retrouve ni son vélo, ni son cartable. Et sur ce coup-là aussi, ces mollassons de gendarmes sont à l'œuvre. Ils ne la cherchent pas vraiment. Il faut attendre une 6e disparition, en août 96, pour que la justice belge se mobilise vraiment. Elle a lieu à Bertrix, dans le sud-est de la Belgique. Laetitia Delez, 14 ans, sort de la piscine municipale. Elle est tout près de chez elle. Elle n'y arrive jamais. Les parents commencent par la chercher tout seuls, et puis ils avertissent la gendarmerie, et des battues sont organisées. Et pour une fois, on ne leur dit pas « c'était une fugue » ou « elle a dû aller dormir chez un petit copain » ou « faut pas s'inquiéter, patati et patata ». Pour une fois, on prend leur inquiétude au sérieux. Je crains, mesdames et messieurs, qu'il s'agisse d'un enlèvement. Je viens d'avoir le procureur de Neuchâteau au téléphone. Il prend la chose très au sérieux. Il vient d'ouvrir une instruction. Un juge a été nommé. Enfin! Et les magistrats sortent les grands moyens. Ils font appel à des volontaires pour ratisser la région. 400 personnes répondent immédiatement à l'appel. Pendant 2 jours, ils fouillent tous les coins du pays, mètre par mètre. Et le procureur vient lui-même sur place, à Bertrix.
À la fin du week-end, après avoir frappé à des dizaines et des dizaines de portes, les gendarmes recueillent enfin un témoignage intéressant. Un jeune de Bertrix, à qui cette enquête doit beaucoup, beaucoup. C'était vendredi après-midi, quand la petite Laetitia a disparu. Près du complexe sportif où elle était à la piscine, j'ai vu une camionnette blanche, une Renault, qui était garée juste à côté. Et il y avait un homme au volant. Et il avait l'air d'attendre. Quoi, je sais pas. Mais pour tout vous dire, il m'a paru vraiment... Oui, vraiment louche. Et le jeune homme a relevé la plaque d'immatriculation. Malheureusement, il a oublié les chiffres. Mais il se souvient des 3 premières lettres. Et là, ça va vite, très vite. Les gendarmes se plongent dans le fichier des immatriculations. Ils croisent les 3 lettres avec la liste des camionnettes Renault. C'est bon, j'ai quelque chose. Marc Dutroux, 39 ans. Il habite à Charleroi, quartier de Marcinelle. Ok, tu passes ce nom au fichier, s'il te plaît. Oh putain, il a un sacré pédigré, le gars. 1986, séquestration et enlèvement de mineurs de moins de 16 ans. Il est interpellé avec sa femme, Martin Michel. Il fait 13 ans de prison, il sort en 92. Et plus récemment, en décembre 95, il enlève 3 personnes avec lesquelles il avait un différend dans un trafic de voitures. Il est incarcéré et il est sorti en mars dernier. Je crois bien qu'on tient notre gars, là, non? Ok, on lance une interpellation. Marc Dutroux est arrêté chez lui par la police le soir du 15 août 1996. Et avec lui sa femme, Michel Martin, 36 ans, et un jeune homme de 24 ans qui se trouve là, Michel Lelièvre. Et devant chez lui, il y a la camionnette. Cette camionnette, monsieur Dutroux, vous en êtes servi récemment? Oh non. Non, ça fait bien longtemps que je m'en suis pas servi. Tu parles. On fait venir un chien policier, on lui fait sentir un vêtement de Laetitia, et quand on le met dans la camionnette, il se met à frétiller de la queue. Mais placé en garde à vue, Dutroux ne craque pas. C'est un dur à cuire. Il en a vu d'autres des gardes à vue. C'est pas moi qui l'ai enlevé, cette fille. Vous faites complètement erreur. Le chien a senti une odeur dans ta camionnette. Oh ben, il s'est trompé. Où étais-tu le 9 août dernier? On t'a vu à Bertrix. Bah oui, j'étais à Bertrix. Ben, je l'ai rencontrée, cette fille. C'est pour ça qu'il y a son odeur dans la camionnette. Tu l'as vue? Et dans quelles conditions? Bah, elle était pas bien. Elle avait des problèmes avec sa famille. Je l'ai consolée, quoi. Rien de plus. Consolée. Rien à en tirer. En revanche, son copain Michel Lelièvre, ça se voit à plein nez, c'est un toxico. Il n'y a qu'à le laisser mariner et le manque ne va pas tarder à venir. Je vais tout vous dire. Oui, j'ai participé à l'enlèvement de la fille que vous cherchez, là. Laetitia, c'est ça? C'est Marc qui a décidé de l'enlever. Bien. Retour dans le bureau où Dutroux est sur le grill. Bon, d'accord. Je vais vous donner 2 filles. 2? Pourquoi 2? Il y en a une autre que Laetitia? Il y a cette Laetitia que j'ai enlevée. Mais il y en a une autre. Sabine, elle s'appelle. Je l'ai enlevée, elle aussi. Incroyable. Cette Sabine serait donc Sabine Dardenne, cette gamine de 12 ans disparue à Tournai il y a 2 mois. Mais Dutroux n'en a pas fini. Mais je ne les ai pas tuées. Elles sont vivantes, chez moi. Vous verrez dans la cave, il y a une étagère en métal. Il suffit de la tirer, de la faire coulisser, de la soulever. Elles sont là, vous les trouverez. Les policiers retournent immédiatement chez Dutroux. Ils vont droit à la cave. Ils tirent sur l'étagère en métal. Ils la font coulisser, ils la soulèvent. Et ils tombent sur un cachot. Et elles sont là.
Elles sont là toutes les deux, Laetitia et Sabine, vivantes. Le soir même, dans la liesse générale, elles retrouvent leur famille. Et tout est bien qui finit bien. S'ils savaient, tous ces gens qui se réjouissent, s'ils savaient. Dans le cachot où Sabine a passé 2 mois et Laetitia 4 jours, il y a quelques bandes dessinées, quelques jeux et aussi des plaquettes de pilules. Et puis il y a un cahier d'écolier, une sorte de journal de bord codé, tenu jour après jour par Sabine. Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, ça, Sabine? C'est rond, là. Ça veut dire quoi? C'est les jours où il m'a... C'est les jours où il m'a violé. Et les étoiles à côté? 1, 2 ou 3 étoiles? Ça, c'est le mal que j'ai eu. 3 étoiles, c'est quand ça faisait très mal. Et ça se passait où? Ces viols, Sabine? Là-haut, dans la maison. Et ça s'est passé combien de fois? Il venait tous les jours. Et ça, ce que tu as écrit là, maman en congé, ça veut dire quoi? Ben, c'était pour me souvenir de ce qui se passait dehors, pour pas oublier. Elle a tenu ce cahier pendant 2 mois de captivité. Et lui, le monsieur, il vous parlait? Oui. Et il vous disait quoi? Il nous disait qu'il faisait ça pour une bande. Que c'est pas lui qui décidait, que c'était une bande. Et aussi, il nous faisait écrire des lettres à nos parents pour qu'ils donnent de l'argent à la bande. Et comme ça, on pourrait être relâché, ce qu'il disait. Et puis après, il nous a dit que les parents, ils n'avaient pas répondu. Qu'il était allé les voir. Il nous a dit qu'il s'en fichait. Et toi, tu croyais ce qu'il disait? Oui. Dutroux les avait mis sous emprise. Et en 4 jours seulement de captivité, la petite Laetitia était déjà convaincue qu'il fallait être obéissante et gentille avec lui. Les gardes à vue permettent d'établir avec certitude que Michel, la femme de Dutroux, savait. Elle savait ce qui se passait à la cave et elle savait pour les viols. Leurs 3 enfants, en revanche, disent n'avoir jamais rien remarqué. Bon, on fait le point. Donc il a le profil d'un prédateur, hein, ce Dutroux. Il n'a pas pu s'en prendre qu'à ces 2 gamines. Hein. Il y en a forcément d'autres. Donc faut pas le lâcher là-dessus, hein. Il faut l'interroger encore, et puis lui coller la pression pour qu'il nous livre d'autres noms. Hein. Donc on y retourne. Hein. Il leur faut 24 heures de plus pour que Marc Dutroux leur livre 2 autres noms, ceux de Mélissa Rousseau et de Julie Lejeune, enlevés en juin 1995. Et elles sont où, Dutroux? Et elles sont où? Bon, elles sont mortes de faim. Il y a 5 mois, je dirais. Et tu les as mis où? Je les ai enterrés dans le jardin d'une de mes maisons. Profond? Ah oui. À 3 mètres de profondeur. Alors on va creuser avec une pelleteuse, à l'endroit qu'il a indiqué. Et on retrouve le corps des 2 fillettes, Julie et Mélissa, disparues 1 an plus tôt, alors qu'elles allaient sur le pont de l'autoroute pour voir passer les voitures. Et elles aussi, elles sont passées par la cave. Et elles aussi, elles ont été violées. Et à côté d'elles, on déterre aussi le cadavre d'un homme, adulte, qui sera identifié comme étant celui de Bernard Weinstein, un ancien complice de Dutroux, dont il a fini par se débarrasser. Voilà. Est-ce que c'est fini? Eh bien, pas sûr. Trois jours d'interrogatoire plus tard, Dutroux et son complice Michel Lelièvre lâchent 2 autres noms
celui d'Anne Marshall, et défier Lambrex. Et où elles sont, Dutroux? Où sont-elles? Est-ce qu'elles sont vivantes? Oh non. Elles sont mortes. Elles sont mortes depuis au moins 1 an. 1 an. Ça veut dire qu'il les a tuées juste après les avoir enlevées. Et tu les as mis où? Où? Chez Weinstein. Je les ai mis chez Weinstein. Sous une dalle de béton. Weinstein, qui était donc son complice. Ça se confirme. Alors on ressort la pelleteuse, on creuse, et on les retrouve toutes les deux, Anne et Effier. Et c'est là que la Belgique effarée découvre que Dutroux a un passé, que c'est un récidiviste, et ça provoque une sacrée polémique. Et il y a de quoi. Entre 83 et 85, Marc Dutroux a enlevé et violé 5 jeunes filles de 11 à 19 ans. Il a nié pendant toute l'enquête. Et au procès, on l'a condamné à 10 ans. Après 6 années de prison, en 1992, on l'a laissé sortir en conditionnel. Et les gens disent, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé au bout de sa peine? Et ils le disent d'autant plus que, dès sa sortie de prison, il a récidivé. Regarde donc ce qu'ils disent dans le journal. En 92, il sort de prison. Il se fait prendre à tripoter des petites filles à la patinoire de Charleroi. Et écoute la suite. Il l'arrête, et alors que le type est un récidiviste, il le relâche. Oh, si la police avait bien fait son travail, il n'aurait pas tué toutes les autres. Julie, Mélissa, Effier et toutes les autres. Et après, ils veulent qu'on croie à la justice de notre pays. Ah. Justice mort cul, oui. Alors, d'où sort-il, ce sale bonhomme? Il est né dans la banlieue de Charleroi, aîné de 4 enfants, parents instituteurs. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que le père a de sérieux problèmes psychiatriques. Il est violent avec ses enfants, et donc divorce, quand le jeune Marc a 14 ans. Et puis le jeune Dutroux se fait virer de son lycée. C'est quoi ça, Marc? Ben, c'est des photos de cul. Et t'en fais quoi de ça? Ben, je les vends aux autres. À la même époque, il quitte la maison familiale. À 27 ans, il se marie, il a 2 enfants, et puis il prend une maîtresse, Michel Martin, qui devient assez vite sa femme et qui lui donne 3 enfants de plus. Au moment de son arrestation, Dutroux est officiellement ferrailleur. Mais en vérité, il est surtout voleur, et c'est comme ça qu'il accumule un petit pécule avec lequel il s'achète 6 bicoques à Charleroi. Voilà donc le curriculum vitae de Marc Dutroux. Les informations sorties dans la presse après l'arrestation de Dutroux sont en train de faire exploser en vol le système judiciaire belge. Et avec lui, la police et la gendarmerie. Et ça n'est pas fini. Car on découvre, vous êtes bien assis, on découvre que dès juin 1995, c'est-à-dire quelques jours après la disparition de Julie et Mélissa, les gendarmes avaient identifié Dutroux comme étant un suspect potentiel. Vous avez bien entendu. Alors que Julie et Mélissa étaient encore vivantes, on aurait pu arrêter Dutroux et les sauver toutes les deux. On le sait par un fax échangé à l'époque entre les gendarmes de Charleroi et ceux de Grasse-Ologne. Un fax qui dit que Dutroux a le profil d'un kidnappeur de petites filles. Mais les mollassons de la gendarmerie ont encore frappé. Ils ont gardé l'info pour eux, et c'est pas tout. Un autre fax révèle qu'un proche de Dutroux l'a balancé aux gendarmes. Oui, monsieur. C'est-à-dire que ça s'est passé... J'étais en voiture avec lui. Il a vu 2 petites filles qui marchaient sur le bord de la route. Et il m'a proposé de les enlever. Il m'a expliqué comment il fallait faire. Il m'a dit qu'il fallait mettre une main sur leur bouche, que si elles se débattaient, il fallait les assommer. Et surtout qu'il fallait mettre la sécurité enfant à l'arrière pour pas qu'elles puissent s'enfuir de la voiture. Il m'a proposé 150 000 francs belges pour ça. Moi, j'avais des problèmes d'argent. Ça m'aurait arrangé. Mais j'ai pas voulu. Et c'est comme ça que je l'ai balancé aux gendarmes. Aux gendarmes,
qui n'en ont rien fait. À ce stade, c'est plus de la mollassonnerie, c'est de l'incompétence. Ils ont gardé leurs infos pour ne pas les partager avec la police. Voilà la vérité. Pour ne pas se faire doubler. Des triples buses, des nuisibles. Désormais, la justice cherche d'éventuels complices. Bon, j'ai travaillé sur son relevé téléphonique. Il y a un type qui appelle plusieurs fois avant et après l'enlèvement de Dolores Laetitia. Un certain Nioul Michel. Ce Michel Nioul est interpellé. Des coups de téléphone avec lui. Oh ben c'est parce que je voulais lui donner ma voiture à réparer. Tu parles, Charles. Ce Michel Nioul est un escroc. Et il semble qu'il ait le bras long. On lui prête des amitiés avec des politiciens et des hommes d'affaires, avec lesquels il partousait dans un château près de Bruxelles. D'où la question qui traverse la tête de beaucoup de Belges. Et si Dutroux avait été chargé de lui ramener de la chair fraîche? Comme si tout ça ne suffisait pas, un autre scandale éclate. Il concerne les deux héros de cette affaire, le juge Conrot et le procureur Bourlet. Grâce à eux, l'affaire est sortie. Ils n'étaient pas mollassons, eux. Cette histoire leur doit beaucoup. Sauf que dans la foulée de l'arrestation de Dutroux, ils ont été très imprudents. Ils ont participé à une soirée spaghetti dont le but était de récolter des fonds pour assurer les frais de défense de Laetitia et Sabine, les deux rescapés. Autrement dit, ils ont dîné avec les victimes, ce qui laisse peser un doute sérieux sur leur impartialité. Et donc l'avocat de Dutroux dépose une requête en suspicion légitime. Et Bourlet et Conrot sont dessaisis. Le scandale que ça fait. Les Belges ne comprennent pas qu'on s'en prenne aux rares héros de cette histoire. Des dizaines et des dizaines de milliers de personnes descendent dans la rue. Le fossé est en train de se creuser entre les Belges et leur justice. Mais la cerise sur le gâteau dans cette histoire, c'est l'évasion de Dutroux. En avril 1998, il est au palais de justice de Neuchâtel pour consulter son dossier. Et il est encadré par de mollassons de gendarmes. Et fuit, il prend ses jambes à son cou et il s'évade. Enfin, c'est une plaisanterie. Heureusement, il est arrêté le soir même. Mais le ministre de la Justice et celui de l'Intérieur doivent démissionner. À l'issue de cette affaire rocambolesque, en juin 2004, Dutroux est condamné à la prison à perpétuité. Michel Martin, qui a obtenu le divorce, est condamné à 30 ans. Michel Lelièvre prend 25 ans. Et Michel Nioul est blanchi. L'idée du réseau pédophile a fait long feu. Depuis, Michel Martin a été libérée en 2012. Elle a rejoint à l'époque le couvent des Clarisses de Malone, près de Namur. Et la Belgique se demande si on osera un jour laisser sortir Marc Dutroux. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Laisser sortir Marc Dutroux, c'est évidemment l'une des questions qu'on va aborder avec vous, maître Bruno Daillé, qui est depuis 2016 donc l'avocat de Marc Dutroux. Peut-être d'abord, faut-il que vous nous expliquiez dans quelles conditions vous êtes devenu l'avocat de Dutroux? À la demande de l'aumônier de la prison de Nivelles où il était détenu et même, je dirais, détenu dans un isolement strict puisqu'il subit un régime spécial de détention qui l'isole de tous ses coreligionnaires et qui le fait vivre dans une solitude à peu près absolue. C'est une décision qui est difficile à prendre, je suppose, être l'avocat de Dutroux? De fait, il a fallu plusieurs mois pour que, dirais-je, nous nous apprivoisions, c'est-à-dire que
je puisse faire un minimum confiance dans ce client qui n'est pas vraiment un client, puisque je m'empresse de dire que j'interviens pour la beauté du geste et conformément à ma ligne de conduite en tant qu'avocat, et pour que lui-même aussi m'investisse de sa confiance. S'il n'y a pas un minimum de lien de confiance, le lien entre avocat et client est impossible à tenir sur le moyen terme. Mais ma question concernait l'opinion publique, et éventuellement d'ailleurs vos confrères avocats. Est-ce que assumer ça face à eux est difficile? Face aux confrères, certainement pas, parce qu'ils partagent la même idéologie qui consiste à dire que tout le monde a le droit d'être défendu et que donc que les avocats ont le devoir de défendre n'importe qui sans aucune exception, mais pas n'importe comment, me plais-je à dire. L'opinion publique, c'est un autre débat, c'est une autre paire de manches. Évidemment, ma caractéristique est que j'ai clairement médiatisé la question de la libération de Marc Dutroux en publiant en 2008 un opuscule intitulé de façon peut-être jugée à tort provocante « Pourquoi libérer Dutroux ?» avec un point d'interrogation. C'était une question dont je voulais qu'elle fasse débat. Elle a fait débat. Elle a fait un énorme débat, non seulement en Belgique, mais également dans la plupart des pays d'Europe, parce que vous rencontrez évidemment dans chaque territoire des situations assez similaires à celles que l'on connaît avec l'affaire Dutroux, quelle que soit la médiatisation dont cette dernière affaire a fait l'objet depuis, de manière quasiment ininterrompue depuis un quart de siècle. L'opinion publique, pourquoi agiter l'opinion publique ? Parce que je voulais que la question de la perpétuité réelle fasse débat, que la question de ses conditions de détention fasse débat, peut-être autant pour lui que pour qu'il n'y ait pas d'autres Dutroux dans l'avenir. Votre émission a largement épinglé les carences de l'enquête. Vous avez qualifié cette affaire de rocambolesque et je ne vous donnerai pas tort, jusqu'y compris l'épisode tragicomique de son évasion manquée, dû en fait à la négligence de ceux qui étaient préposés à le surveiller. Donc l'opinion publique, avec beaucoup de réactions en sens très divers. J'ai dit à la télévision belge que je m'étais fait 9 millions d'ennemis et 1 million d'amis. Et je crois que la proportion est à peu près de cet ordre. C'est beaucoup de messages de gens qui comprenaient le sens de mon combat et beaucoup d'incompréhension malgré tout au niveau de l'opinion générale auprès de laquelle il a fallu rendre compte de mes raisons. Je crois me souvenir qu'à un moment vous avez été sous protection policière. C'est le cas toujours ? Oui, je l'ai été de façon heureusement assez théorique parce qu'un individu que je ne nommerai pas avait brûlé mon livre sur Facebook et s'était attiré 700 000 vues en quelques jours. Donc on a jugé nécessaire de mettre moi-même et ma famille sous protection. Avant d'aborder de face la question de sa libération, je suppose que vous le voyez régulièrement en prison. Dans quel état est-il ? J'ai envie de vous poser la question comme ça. Alors, vous devez vous rendre compte qu'il vit dans un espace confiné de 9 mètres carrés, totalement reclus sur lui-même et sans aucun contact avec l'extérieur. Donc, je suis à peu près son seul visiteur depuis la mort inopinée de l'aumônier il mange en cellule, donc isolé des autres détenus avec lesquels on prend un soin minutieux à ne pas le mettre en contact. Quand je le reçois au parloir, nous sommes enfermés comme s'il allait me dévorer et comme si on devait se protéger du danger qu'il représenterait en quelque sorte 24 heures sur 24. Ça, ce sont ces conditions de détention. Mais ça veut dire que ça l'a rendu fou ? Alors, non, les psychiatres, en tout cas, sont unanimes pour dire qu'il ne souffre d'aucune pathologie mentale. Il n'est donc pas fou au sens courant du terme. Il est évident que ces conditions marquent profondément n'importe quel individu humain. Donc, et pour moi, Marc Dutroux reste une personne et non un monstre qui n'existe que dans les contes de fées. Donc, c'est un homme qui reste debout, mais qui forcément ratiocine, donc est en train de reconstruire continuellement sa propre histoire et n'a pas d'interlocuteur valable. Donc il n'est pas dans des relations interpersonnelles qui le feraient évoluer. Il ne reçoit quasiment aucun soin. Il reçoit la visite épisodique d'un psychiatre qui est juste chargé de considérer qu'il peut conserver des conditions de détention sans verser dans le suicide ni la folie, mais malgré tout, il est évidemment très très profondément marqué dans sa personnalité par cette situation de solitude qui me paraît
trouverais personnellement totalement effarante et, faut-il le dire, inhumaine. Alors, est-ce que Marc Dutroux lui-même vous a dit qu'il souhaitait formuler une demande de libération conditionnelle? Alors, la loi belge nous obligeait d'en introduire une formellement pour avoir accès à la demande d'un collège d'experts psychiatres à laquelle le tribunal d'application des peines a fait droit. Et donc tout le monde a retenu son souffle quand sa défense a obtenu que 5 psychiatres se penchent sur son cas, et tout le monde a pu expirer joyeusement lorsque les conclusions de ce rapport d'expertise ont été connues, et comme ces conclusions étaient très défavorables à sa défense, nous nous sommes tout simplement désistés de cette demande. Donc aucune demande n'a jamais été plaidée. Vous ou lui, qui décide en la matière? Est-ce qu'il a une part de responsabilité dans la décision d'aller ou de ne pas aller jusqu'à la demande? Oui, bien entendu, nous ne pouvons, je ne peux prendre aucune initiative qui n'ait reçu son adhésion. Je ne peux pas poser un acte de défense sur lequel il n'est pas marqué son aval. Nous sommes à ce niveau-là en parfaite accointance de vue. Donc, mais si le fruit n'est pas mûr, je ne vais pas aller plaider des choses absurdes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne défend pas les gens n'importe comment. Je suis un individu rationnel, ça fait 40 ans que j'exerce ce métier. C'est-à-dire que vous pensez que toute demande de conditionnel est vouée à l'échec? Non, pas forcément. En fait, il y a deux soutènements au maintien en détention de quelqu'un. C'est quand on considère qu'en termes de punition, la mesure n'est pas pleine, et que si même la mesure est pleine, cette personne reste dangereuse. Alors, sur le premier écueil, je signale qu'il est largement dans les temps pour solliciter sa conditionnelle. Donc, selon la loi belge, il a purgé une partie de sa peine qui est largement suffisante pour pouvoir solliciter sa libération. Donc, ça, c'est très important. Donc, je pense qu'en termes de rétribution de cet tort, donc en termes de punition ou de châtiment de ces méfaits, il a subi une peine suffisante, et a fortiori de la manière dont il l'a subi, qui est particulièrement cruelle. Je pèse mes mots. Et la dangerosité, alors? Et reste évidemment le deuxième soutènement, qui est que pour l'instant, les psychiatres ont rendu un diagnostic qui est assez sombre, qui considère, avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, qu'il considère comme étant toujours dangereux à l'heure qu'il est. Et c'est évidemment un diagnostic qui pose question, puisque la dangerosité, pour moi, selon moi, et je vais peser mes mots, c'est un pronostic qui est aussi souvent aussi aléatoire qu'un pari sportif, et je pense que les psychiatres n'ont pas pris l'exacte mesure de la situation qu'il avait subie pendant 25 ans. Donc je pense que si on n'opère pas de travail psychologique avec quelqu'un au motif que de toute façon il est préposé à mourir en prison, forcément on casse une possibilité d'évolution, une possibilité d'amendement, dans laquelle la plupart des détenus à de très longues peines ne sont pas du tout dans l'état d'esprit de s'amender, parce qu'ils ne voient pas la sortie du tunnel, et surtout parce que personne ne les aide à faire ce cheminement, si vous me permettez l'expression un peu tarte, vers la lumière. Alors, il s'agit, je crois, pour obtenir une libération conditionnelle en Belgique, de convaincre 5 juges du tribunal d'application des peines, mais en vérité, est-ce que c'est pas l'opinion qu'il faut convaincre, plus que les juges? Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, c'est que la Belgique a créé une loi au format de Dutroux. Donc elle a modifié les règles en fonction de son hypothétique remise en liberté, puisqu'on a créé un tribunal particulier composé de, vous l'avez dit, de 5 juges, mais qui surtout doivent statuer à l'unanimité et sans appel. Donc ça veut dire qu'on a réglé... Ça veut dire qu'il sortira jamais, ça, maître? Ça veut dire que chacun de ces juges sera mis au pied du mur de rendre des comptes à l'opinion, puisque aucun d'entre eux ne pourra se défiler en disant que c'est une décision prise à la majorité, comme c'est toujours le cas lorsqu'une juridiction siège collégialement. Donc ça veut dire qu'il ne sortira jamais? Alors je vais terminer par une d'une seule voix, à l'unanimité et sans appel. Vous avez compris que c'est pire qu'un peloton d'exécution dans lequel l'un des soldats est armé à blanc. Alors, l'idée est effectivement qu'on ne veut pas le faire sortir, et qu'en Belgique, c'est une question qui me vaut l'ire public. C'est le fait que de poser la question pourquoi libérer, ou faut-il libérer, ou peut-on libérer Dutroux, en tant que tel fait scandale. Quand j'ai affaire à des journalistes étrangers, le débat est nettement plus dépassionné et donc nettement plus rationnel. Mais en Belgique, nous sommes toujours dans un état d'esprit tel que c'est comme si nous nous situions au lendemain des faits,
et l'émotion est tellement palpable et prend encore tellement le dessus sur toute forme de débat qu'il est extrêmement difficile d'avancer sur cette voie. Mais somme toute, je maintiens ferme le cap et je professe des idées qui continuent d'ailleurs, heureusement pour moi, de susciter le débat public, que ce soit auprès d'étudiants, d'élèves du secondaire, donc qui n'ont pas encore leur bac, ou dans toutes sortes de cénacles. Et d'une certaine manière, vous devez savoir que ces idées progressent. Donc l'idée, par exemple, que la perpétuité réelle est une abomination, une forme de peine de mort à vie, fait petit à petit son chemin. Et donc je dirais que si même ma défense échoue concernant Marc Dutroux, je pense que les idées qui ont été avancées dans cette défense, petit à petit, vont faire leur cheminement. Dans la société. Alors, on a un exemple intéressant, c'est celui de son ex-femme, Michel Martin. Absolument. Condamné à 30 ans, qui est donc, très bon exemple. Qui est donc sortie assez vite, finalement. Est-ce que vous savez ce qu'elle est devenue? On avait donc cette idée qu'elle était allée dans un couvent de Clarisse, elle n'y est plus, c'est ça? Alors je vais vous étonner ou vous surprendre. Heureusement, elle est hébergée depuis plusieurs années par un ancien juge qui était président du tribunal de Namur et qui, dans un geste tout à fait apostolique, l'a hébergée chez lui, au mépris ou au risque de sa propre intégrité. Et donc, elle est toujours hébergée chez cet ex-juge qui est un éminent juriste, professeur d'université, et qui a montré par son dévouement un exemple extraordinaire, pour le dire tel quel, de charité chrétienne, de miséricorde, d'empathie par rapport à quelqu'un qui était dénoncé par l'ensemble de la population comme étant toujours virtuellement dangereuse. À l'époque de sa sortie, la télévision belge a fait des émissions spéciales qui suscitaient évidemment une levée de bouclier général. Une meute hurlante et vociférante s'est réunie devant le couvent des Malonnes pour essayer carrément d'attenter à sa vie, et donc il s'en est fallu d'un cheveu que l'on évite la catastrophe. Donc cet exemple est très éloquent concernant la possibilité de reclassement et de réinsertion qui doit rester le but ultime de la punition. La punition n'a pas de sens en elle-même si elle ne vise une autre finalité qu'elle-même. Vous l'avez vu, vous, Michel Martin, chez ce magistrat? Oui. Je vais confesser que je suis l'ami de ce magistrat, donc par la force des choses, il m'est arrivé de la croiser. C'est-à-dire qu'on peut avoir été complice, car elle est complice, de crimes pareils et garder une forme d'humanité. Sans aucun doute. Je pense qu'aucun criminel, le plus grave soit-il, ne peut être dépouillé de son humanité. Alors j'ai dit dans mon récit que cette affaire affectait encore aujourd'hui la justice belge, qui continue d'être victime d'une forme de défiance, vraiment? Oui, mais ça, je pense que c'est une situation qui n'est pas spécifique à la Belgique. Ce qui est spécifique avec l'affaire Dutroux, c'est la place que, à cause de par le fait de cette affaire, a pris la victime dans le procès pénal. En l'occurrence ici, les parents de Mélissa Russo et le père de Julie Lejeune ont été très actifs dans l'opinion et continuent bien au-delà de leur situation de parents de victimes. Vous voulez dire qu'ils font de la politique? Ils sont, d'une certaine manière, ils font de l'idéologie, ils font de la politique. C'est presque à leur corps défendant, mais le fait est que ce sont des héros, des icônes. Ils sont évidemment, et à juste titre, je suis totalement plein de compassion par rapport à leur position de victime, mais au-delà de ça, ils sont les héros avec H-E-R-A-U-L-T-S, si vous me permettez, d'une cause. Et monsieur Lejeune n'hésite pas à vouloir se lancer en politique, et son leitmotiv, c'est la restauration de la perpétuité réelle. Alors en Belgique, la perpétuité réelle... On parle pas de peine de mort, quand même. Non. La perpétuité réelle peut exister. Elle est potentiellement possible, si vous me permettez le pléonasme, mais théoriquement, mais elle ne devrait être que théorique. Simplement, comme le TAP est seul juge, le tribunal d'application des peines, il peut toujours décider que la liberté est pour demain et que le fruit n'est pas mûr. Donc il n'y aurait rien d'hérétique à considérer que Dutroux décède centenaire derrière les barreaux. Et d'ailleurs, le plus vieux détenu en Belgique l'est déjà depuis plus de 45 ans. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai eu du plaisir à parler avec vous, maître Bruno Daillé, avocat de Marc Dutroux. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.